nos invités, on les retrouvait donc sous le chapiteau de notre bibliothèque partenaire. Le dictionnaire amoureux de la Lune, édition Plomb, publié par Dominique Simonet, un très beau livre. Alors, dictionnaire amoureux, vous connaissez sans doute, vous êtes nombreux à connaître cette belle collection. Là, on a affaire une nouvelle fois à un ouvrage passionnant, qui est illustré par Alain Boudouir. Et donc, effectivement, on voyage très loin dans l'espace, mais aussi aux confins de notre imaginaire. Dominique, si je vais vous poser une question, tout seul, mais il y en aura d'autres. A priori, ça n'allait pas de soi que vous vous retrouvez à travailler sur ce sujet-là, sûrement. Donc, chez Plomb, ils m'ont donné le dictionnaire amoureux de l'automobile, ça va être un PDG du monde automobile. Voilà, là, on va avoir un astrologue. Non, c'est tout. Et vous êtes totalement légitime et vous effectuez ce travail à merveille, c'est peut-être sans doute mieux qu'un spécialiste de l'espace ou de votre satellite. Mais comment est-ce que vous avez été amené à travailler sur ce sujet? On parle juste une dizaine de minutes, parce qu'on quitte la géopolitique, mais ça après c'est oui, donc on va avoir une petite parenthèse de ligne entre deux géopolitiques. Moi personnellement, j'ai été toujours fasciné par la Lune parce que c'est Apollo, j'étais très jeune, mais Apollo c'était pour moi regarder la Lune et savoir qu'il y avait des gens qui marchaient sur ce petit bout là-haut. C'était totalement fascinant. Il y a aussi Tintin, évidemment. Il y a tout un imaginaire. La Lune, ça réunit le réel et l'imaginaire. C'est vraiment quelque chose qui nous fait rêver. C'est aussi un trait d'union entre les générations parce que Néandertal a regardé la Lune. Toutes les générations regardaient la Lune. Donc on a ce point dans le ciel qui est quelque chose qui en fait nous unit. On a parlé tout à l'heure de ce qui nous unissait. C'est quelque chose qui reste là, qui en même temps c'est fascinant parce que c'est l'endroit le plus loin où l'homme est allé. Il n'y a que 12 hommes pour l'instant qui y sont allés. Et la semaine prochaine, au final, d'ailleurs mercredi prochain, normalement, la mission Artemis 2 de la NASA va renvoyer un équipage autour de la Lune, ce qui n'est pas fait depuis 50 ans. Donc on ferme la parenthèse aussi d'avoir un peu délayé la Lune pendant la mission. Et il y a ce côté, elle est proche, elle est toujours là, dans le ciel, et en même temps c'est l'endroit le plus loin que l'on puisse, sur lequel on puisse aller. Alors évidemment, il y a après, moi c'est un livre où je parle de la littérature, des arts, de la mythologie, de l'histoire. Il y a tellement de choses qui convergent vers ce sujet. C'est aussi quelque chose qui est un peu transgressif. C'est une espèce de transgression de lumière dans la nuit. Donc ça nous fait une espèce de jour de la artificielle, en tout cas, qui d'ailleurs il y a toute la mythologie, les cambrioleurs, les rats d'hôtel, tout ce qui tourne avec ce côté, la lune nous éclaire dans la littérature, même dans Victor Hugo par exemple. C'est étonnant de voir, moi j'ai cherché la lune notamment dans les œuvres de Victor Hugo, à chaque fois c'est celle qui vient éclairer un petit coin de mystère, qui vient dévoiler quelque chose. La lune c'est aussi la complice des amoureux. Roméo et Juliette dans le dialogue du balcon, Juliette dit Roméo la compare à la lune, elle dit non, je ne compare pas à la lune parce que la lune est jalouse, elle ne veut pas être confondue à la lune parce que ça c'est aussi encore une autre dimension, c'est la lune. En fait c'est une femme dans toute l'histoire, dans toute la mythologie. C'est Diane, c'est Artémis, et elle concentre tout ce que les différentes civilisations ont mis sur l'image de la femme, notamment l'ambivalence. La lune est ambivalente, par définition, elle se cache, elle revient, elle repart. Donc il y a un univers fantasmatique et psychologique, mythologique, qui tourne autour de la Lune, qui est absolument une richesse fascinante. Et en même temps, ça nous concerne tous. On a tous un rapport à la Lune. On a tous quelque chose à raconter avec la Lune. On est tous, je ne sais pas, on a serré la main de la première heure.
la Lune, je ne sais pas, où on la regarde le soir devant la mer. Enfin, elle résonne donc ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est d'essayer de montrer à quel point elle nous était familière. Et en même temps, alors, c'est aussi, il y a plein d'autres aspects, c'est un révélateur scientifique, c'est souvent grâce à la Lune qu'on a mieux compris le cosmos, notamment il y a un personnage dont on fait une petite entrée, c'est vraiment une des entrées du livre, qui s'appelle Aristarque, qui était un scientifique philosophe de l'Antiquité, Alexandrie, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui, grâce à la Lune, a renversé la situation en disant mais non, le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, c'est le contraire. J'explique comment il a fait ça grâce à la Lune, en regardant l'éclipse, en regardant le déroulé avec le triangle. Bref, c'est un génie absolu. Et ce type-là, il a dit ça, mais pendant 1800 ans, avant Copernic, et Galilée Copernic, il a fallu attendre Galilée Copernic pour que l'opinion générale accepte cette doctrine. Donc la Lune aussi, c'est quelque chose qui nous révèle et qui montre que on a au fil des générations une conception différente, nouvelle et éclairée de notre univers. Ça c'est l'espace et le temps aussi, c'est totalement métaphysique, ça nous fait réfléchir évidemment à qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que le temps et comment s'inscrit-nous dans cette énigme. Je vois d'ailleurs qu'en ce moment, il y a un article cette semaine qui parle de les scientifiques commencent à revoir la théorie du mouvement, par exemple. Oui, parce qu'on va peut-être enlever l'utérus supplémentaire et ouvrir notre connaissance. Donc pour moi, c'est ça, la Lune, c'est le symbole de la liberté, du désir, de la curiosité et de la beauté aussi. Liberté et beauté. Vous affirmez également que la Lune nous a inspiré l'écologie. Ah bah oui, forcément, parce que justement en 69, en juillet 69, quand les premiers accents des bases de Lune ont marché sur la Lune, et même un petit peu avant Apollo 8, c'est-à-dire ceux qui ont fait le premier tour de Lune, le premier être humain qui a fait un tour de Lune, qui va se reproduire normalement la semaine prochaine, si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera dans les semaines qui suivent, ça dépend de la liberté du lancement. Ils ont vu la Terre pour la première fois. Dans le ciel noir absolu, c'est un gouffre terrifiant. C'est absolument terrifiant ce qui est dans cette gouffre de l'univers qu'on puisse en fond. Il y a une seule petite tache de couleur, petite boule dans le ciel, qui l'on voit, c'est la Terre. Et quel choc, je veux dire, cette petite boule-là, c'est là où elle a tout qui est noir, tout ce que j'ai vu, les années, tout ce que je connais, toute mon histoire. Cette petite boule-là, c'est minuscule dans le ciel, minuscule. S'il vous plaît. Et donc, ça a été effectivement, la Terre est fragile, petite et bleue, et ça a été un des démarrages de la conscience écologique. Alors, comme tout dictionnaire, on a affaire à un image très riche dans lequel on picore auprès de questionnements, du centre d'intérêt et parfois de l'envie d'être surpris. Alors, il y a évidemment mais d'une façon assez originale. Et vous soulignez précisément la préscience, le caractère extrêmement novateur des idées qui sont présentes dans cette optique, et notamment le deuxième, on a marché sur la Lune. Parce que Hergé avait pressenti une chose, c'était nié par les scientifiques de l'époque, mais ce qui se révéleront être. Ah oui, c'est fabuleux, Hergé. Enfin, je suppose que vous avez tous lu Tintin et d'abord, on sait, mais ça préfigure assez bien les missions Apollo, c'est quand même écrit depuis très longtemps, et sans d'ailleurs que les missions Apollo soient élaborées et précisées. Et que j'ai dit en 61, j'ai dit nous irons sur la Lune avant la fin de la décennie, et on le fait non pas parce que ce sera facile, mais parce que ce sera difficile. Et bon, il a été assassiné, comme on sait, quelques mois plus tard, mais
avant la fin de la décennie, en 69, ça s'est effectivement réalisé. C'est une histoire incroyable. Ça a demandé des centaines de milliers de gens, de compétences, de professions différentes, une organisation insensée. C'est vraiment les missions Apollo et le premier programme lunaire, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Et Tintin, donc, préfigure ça de manière assez visionnaire. Et par exemple, dans Tintin, il y a une séquence où il glisse, je crois, dans une grotte sur de la glace. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et donc, à l'époque, pendant longtemps, il y a quelques années, les scientifiques disaient bon, ça. Là, il n'avait pas prévu parce qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune. Mais si, il y a de l'eau. Maintenant, on sait qu'il y a de l'eau. On sait qu'il y a de l'eau, donc on vient l'exploiter, notamment au pôle sud, pour alimenter les premières installations lunaires qui vont avoir lieu dans peu de temps, et peut-être pour servir de tremplin à un voyage à vitesse sur Mars. Donc, il y a aussi raison sur ce que les scientifiques déniaient dans le plan. Donc, c'est assez étonnant de voir il faudrait les refaire sortir et qu'ils ne puissent pas aller voir Keppel. Ce qui nous donne aussi envie de revenir à Molière. Sur la musique également, Pink Floyd, évidemment, avec ce qui est un des albums les plus vendus, il y a des débats entre Jackson et Pink Floyd, mais en tout cas de Marseille et de nous, décrivait comme une chanson des tricomériques et des extravagances. Vous vous rappelez que la chanson Brain Damage associe la lune à la folie et étant l'un des membres du groupe, des ex-membres du groupe Syd Barrett. Et vous allez plus loin, Pink Floyd renoue à sa manière avec les philosophes grecs qui considéraient la lune comme le miroir de la Terre. Ah oui, pendant longtemps, et ça aussi, moi, ça m'intéresse toujours de voir comment on voyait le monde et comment on le comprenait précédemment, et ce qui nous rend assez humble, parce que nous, on a une vision du monde qui sera sans doute pas celle de nos héritiers, nos contemporains, les gens qui vont de succéder aux descendants ici dans quelques décennies, dans quelques siècles. Pendant longtemps, on a vu ce rond dans le ciel, en plus qui s'amenuise, d'un seul coup qui devient, pourquoi il s'amenuise, pourquoi il change, et il disparaît, il ne vient plus, est-ce qu'il va revenir, et puis il revient. Et donc c'est une énigme incroyable quand on ne sait même pas que la Terre fait partie d'un système. Voilà. Donc c'était à la fois, ça nourrit beaucoup de mythologie non seulement passionnante, et c'était un objet de spéculation. Et il y a eu beaucoup d'idées, de théories, de littérature, tout ça, dans le domaine du voyage, on trouve dans plein de choses dans la Bible aussi. Et donc il y a des représentations différentes, des significations. Qu'est-ce que c'est sur nous? Est-ce que c'est un trou dans le ciel? Ou alors un miroir? Alors l'idée du miroir, pour répondre à la question, c'était quelque chose qui a été souvent reprise. Et on a vu dans ce petit rond peut-être le miroir de la Terre. De là, ça a continué. On va peut-être y mettre un peu tout ce que nos sentiments, nos idées, peut-être qu'il y a le reflet de la Terre. Alors certains ont dit, je crois que c'était Kraft, je ne me trompe pas, c'était peut-être le refuge où les hommes et les défunts allaient. Donc il y avait toute une mythologie aussi sur cette idée que la Lune était en fait le continuum de nos vies. Ou alors, on a cherché à ce que ce soit vraiment miroir. Donc c'est pour ça qu'on y a vu des mers, des taches, donc on a pu voir les taches un peu plus précisément, notamment grâce à la première lunette de Galilée et après. On a vu qu'il y avait effectivement des taches sombres, des taches claires. Et donc on s'est dit, c'est des mers et des continents. Donc c'est pour ça que ça s'appelle mer. Ça s'appelle plus des mers, mais ce sont des plages de lave. Mais on a évolué beaucoup pendant longtemps, un peu aussi, que c'était que la Lune avait été formée ou qu'elle s'était arrivée de l'extérieur. Maintenant, on sait que c'est un morceau de terre qui s'est détaché très 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 longtemps, qui a été bombardé et qui continue à l'être, d'ailleurs, que les théories, tous les cratères. Et bon, cette histoire des représentations est absolument fascinante. Moi, je ne rentre pas du tout dans les détails scientifiques, mais j'essaie de raconter comment on a changé de vision, et c'est toujours extrêmement enrichissant pour notre propre vision du monde aujourd'hui.
Vous rendez aussi hommage à une mathématicienne finalement peu connue du grand public, moi je ne la connaissais pas, Hypatie d'Alexandrie, qui elle aussi a eu le courage d'affirmer des vérités astronomiques qui lui ont valu une haine dévote et millénaire. En quoi son combat contre l'obscurantisme de l'époque, c'est ce combat de la science, précurseur, résonne-t-il avec les défis actuels des désinformations, puisqu'on est dans le domaine de l'espace, et tout le discours sur le platisme, L'hypatie, c'est absolument fascinant. C'était à la fin de la période glorieuse d'Alexandrie sur le déclin, c'est-à-dire le 3e siècle après le Christ, je crois, c'est ça. Et elle a repris notamment les théories d'Aristote dont je parlais tout à l'heure, en mettant en cause la théorie totalement imposée religieuse qui disait que la Terre était le centre du monde et que tout le monde était construit autour de la Terre et autour de c'était une création divine, avec cette idée d'avoir des cercles concentriques, les planètes étant tournant autour de la Terre et les étoiles étant accrochées comme des lampions à une espèce de sphère extérieure. Et Hypatie a repris cette idée-là, je passe les détails parce qu'elle a fait des travaux qui ont été, qu'on ne connaît pas directement parce que ces travaux n'ont pas été retrouvés. Il y a eu aussi des différents d'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais c'était un endroit, à cette époque-là, plutôt avant le siècle précédent, c'est un endroit fabuleux où tous les savants étaient réunis. C'était un peu comme un centre de recherche avec différentes disciplines, une fertilisation incroyable. Les philosophes, les mathématiciens, les grandes idées, notamment mathématiciens, qu'on connaît encore aujourd'hui, ont été dans ce creuset-là. Donc Hypatie a repris cette théorie profane, évidemment. Et elle s'est trouvée à une époque où Alexandrie était, l'Égypte était envahie par les chrétiens fanatiques, et elle a subi des atrocités parce que, évidemment, d'un seul coup, c'est pour ça qu'on retrouve un peu le fanatisme. Alors, c'est pas un fanatisme de l'islam, qui est là un autre type de fanatisme, mais qui ont détruit tous ces trésors d'Alexandrie et qui ont. Alors, Hypatie a connu un sort terrible, ils sont saisis d'elle dans la rue, ils l'ont emmené, ils l'ont découpé avec des questions de bouteilles et vivantes, et voilà, c'est un sort absolument incroyable. Et or, c'était une femme en plus, une scientifique, une penseur absolument unique dans l'histoire des idées. Alors, il se trouve qu'elle a un cratère qui porte son nom sur elle aujourd'hui. C'est un petit défensivement, mais voilà. Donc, je m'adresse à elle d'ailleurs dans le livre en disant vous avez gagné. Donc ce dictionnaire amoureux de la Lune, c'est un concentré de savoir, de réflexion, d'intelligence. Et on le fait voir avec des lecteurs. Merci à vous, Simone, merci également à merci à vous de votre écoute. Je vous invite